Bonsoir et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur la mise en réseau de deux PC et le partage des fichiers. Déjà, à travers cette vidéo, vous n'allez pas qu'apprendre comment connecter deux PC en réseau, mais vous allez voir comment connecter plus de deux PC, c'est-à-dire connecter 3 PC, 4, 5 PC en réseau. Et ensuite, nous allons voir en fait les différentes tâches que nous pouvons effectuer lorsque nous sommes en réseau, par exemple le partage des fichiers. Voilà. Et en bonus, je vais vous montrer en fait d'autres tâches qu'on peut effectuer lorsque nous sommes en réseau. Par exemple, lorsque vous êtes en réseau, quelles sont les applications que vous pouvez installer et par exemple faire l'appel vidéo, les appels et autres quoi. Et je rappelle encore là, je suis en train de parler d'un réseau local, c'est-à-dire qu'un réseau que nous allons créer nous-mêmes. Si vous découvrez cette chaîne à travers cette vidéo, je m'appelle Paula Yves, étudiant à l'Université de Yaoundé 1 en cycle master, spécialisation système et réseau. Déjà dans le domaine de l'informatique, je suis passionné par les domaines tels que le système d'exploitation, le réseau informatique et le génie logiciel. Si ces domaines-là t'intéressent, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Et si tu aimerais entrer en contact avec moi sur l'écran là, tu vas voir mon email et il y a mon numéro de téléphone. Voilà, c'est le numéro WhatsApp. Récemment, j'ai été invité au séminaire de maintenance organisé par le Computer Science Association de l'Université de Yaoundé 1, où j'ai travaillé avec des étudiants sur comment sertir les câbles réseau. Voilà, on a vu comment sertir les câbles avec les connecteurs RJ45. Et par la suite, nous avons vu comment on pouvait utiliser ces câbles-là, connecter deux PC, c'est-à-dire créer un petit réseau qui contient uniquement deux PC. Alors, un réseau filaire, c'est-à-dire qu'on va connecter. Et par la suite, nous avons créé un petit réseau local contenant uniquement deux PC connectés avec un câble Ethernet. Voilà. C'est-à-dire le câble que nous avons sorti, bien sûr. Voilà. Et le but de ce tutoriel, en fait, c'est de refaire cela, car après le séminaire, il y a d'autres étudiants qui m'ont vu et ils m'ont demandé si je pouvais faire une vidéo qui va les permettre de pratiquer à la maison. Voilà, bon là, c'est le but de cette vidéo. Mais déjà, comme j'ai dit, en fait, vous allez apprendre plus avec ce tutoriel. Cette vidéo est divisée en deux parties. La partie 1, les bases en réseau, et la partie 2, c'est le côté pratique proprement dit. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai divisé cela comme cela? Parce qu'en réalité, j'aimerais que chaque personne comprenne exactement ce qu'il est en train de faire. Car si on commence directement la pratique et vous n'avez pas les bases, là c'est un problème. Vous allez vous retrouver en train de répéter ce que je suis en train de faire, ça risque de marcher sur vous. Mais en réalité, demain, on va vous appeler quelque part et vous ne serez pas capable d'effectuer les mêmes tâches. Ok. Déjà, en ce qui concerne les bases, la première chose à connaître ici, là, c'est adresse IP. C'est quoi une adresse IP? Voilà, une adresse IP est tout simplement un identifiant unique, identifiant ou bien vous pouvez dire numéro unique attribué à un appareil dans un réseau. Voilà, ici, là, vous pouvez utiliser le mot appareil ou bien vous pouvez dire machine. Voilà. Bon, je vais reprendre. Une adresse IP est tout simplement un identifiant unique attribué à une machine dans un réseau. Ici, on ne dit pas attribué à un PC directement dans un réseau, tout simplement parce que un réseau peut contenir des PC, un réseau peut avoir un routeur, un réseau peut avoir des imprimantes. Enfin, nous avons plusieurs types d'objets que nous pouvons connecter. Voilà pourquoi, de façon générale, vous pouvez tout simplement utiliser le mot machine ou appareil. Alors, je pense que là, sur le PowerPoint, c'est vraiment visible. Ici, j'ai tout simplement des numéros uniques donnés à un appareil dans un réseau. Et l'idée, en fait, c'est quoi? Dans un réseau, cette adresse IP va permettre à ce qu'on puisse communiquer. Voilà. Parce que si par exemple j'ai un réseau de deux PC, disons le PC1, PC2, si PC1 veut communiquer avec PC2, le PC1 a tout simplement besoin de l'adresse IP du PC2. De là, ils vont pouvoir communiquer. C'est en fait ça le principe du réseau. Pour pouvoir communiquer avec quelqu'un, on a besoin de son adresse IP pour pouvoir le localiser et communiquer avec lui. Vous pouvez voir une adresse IP tout simplement comme un numéro de téléphone, quoi. Alors que si je veux communiquer avec quelqu'un, j'ai son numéro de téléphone, je peux appeler la personne directement et je communique avec lui. Maintenant, il existe deux versions d'adresse IP. Nous avons les adresses IPv4 et les adresses IPv6. Bon, V4 et V6 là signifie tout simplement version 4 et version 6. Bon, j'ai fait une vidéo où j'explique en détail les adresses IPv4 et les adresses IPv6. Vous pouvez regarder cette vidéo, c'est sur cette chaîne. Si vous ne retrouvez pas la vidéo, vous pouvez tout simplement m'écrire. Là, mes contacts sont là, vous pouvez m'écrire et je vais vous envoyer le lien de cette vidéo. Mais déjà, de façon simple, ce qu'il faut retenir en fait, c'est que les adresses IPv6 ont été créées pour pallier aux problèmes rencontrés avec les adresses IPv4.
Et l'un des problèmes majeurs rencontrés avec les adresses IPv4, c'est au niveau de la plage de l'adresse IPv4 existant, qui aujourd'hui est inférieur au nombre d'appareils qui existent dans le monde. Ce qui fait en sorte qu'on a eu un problème où on a plus d'appareils que d'adresses IP. Et nous savons tous très bien que lorsqu'on parle de réseau, chaque appareil doit avoir une adresse IP pour pouvoir être identifié. Voilà. Et maintenant, avant de créer les adresses IP, il y a eu d'autres solutions qui ont été développées pour pallier au problème de cette limite, quoi. Voilà. C'est-à-dire que pour pallier au problème de cette plage d'adresse qui est limitée. Ok, bon, nous allons étudier cela ensemble. Voilà, c'est très important. C'est aussi une notion de base qu'il faut connaître. Ok, maintenant, là, j'ai précisé, pour ce TP, nous allons travailler avec les adresses IPv4. Voilà. Et généralement, ce qu'il faut noter, c'est que lorsqu'on dit adresse IP, sans toutefois préciser V6, par défaut, c'est IPv version 4. Voilà, c'est ça qu'il faut noter. Ok, et comme j'ai dit tout à l'heure, que vous pouvez voir une adresse IP tout simplement comme un numéro de téléphone, quoi. Voilà, ce qui fait en sorte que cela va nous permettre de communiquer dans un réseau. Voilà. Une adresse IP est formée de 4 nombres entre 0 et 255 séparés par des points. Je pense que là, vous pouvez voir l'exemple. Voilà. Maintenant, ces nombres, cela en fait représente ce qu'on appelle l'octet. Voilà. C'est-à-dire que voilà, là, c'est un octet. Voilà. Et là, c'est un autre octet. Ça veut dire qu'en réalité, une adresse IP est formée de 4 octets. 4 octets séparés par les points. Voilà. Et on sait tous bien qu'un octet est équivalent à 8 bits. Ok. Je pense que là, vous pouvez facilement comprendre pourquoi est-ce que chaque octet, en fait, est dans l'intervalle 0 à 255. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avoir un octet plus de 255. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que le nombre max qu'on peut représenter sur 8 bits, c'est 255. Si vous prenez un nombre comme 256, c'est pas possible de représenter ceci sur 8 bits. Déjà, en fait, à ce niveau, il faut déjà connaître comment est-ce qu'on transforme ou bien comment est-ce qu'on convertit un nombre en base, parce que ceci est en base de 10, quoi. Comment est-ce qu'on convertit un nombre en base de 10 en binaire? Voilà. C'est-à-dire que si vous avez des soucis pour cette conversion, laissez tout simplement un commentaire et je vais régler votre problème. Ok. Maintenant, on passe au format. Voici le format d'une adresse IP. Une adresse IP est divisée en deux parties. On a la partie réseau et on a la partie machine. Voilà. Maintenant, je vais prendre un exemple très simple pour expliquer ceci. Généralement, avec votre numéro de téléphone, vous avez un truc comme 6. Bon, je vais prendre mon numéro 659 25 28 22. Si vous remarquez très bien, ces 3 premiers chiffres, cela généralement représente le réseau. Lorsque vous voyez un truc qui commence déjà par 659, un truc déjà, c'est orange. Voilà. Et je pense que MTN généralement commence par 7, un truc déjà, vous allez toujours voir 675, 6 quelque chose déjà. Et le reste des numéros ici là est tout simplement utilisé pour identifier la SIM de façon unique, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est possible en fait d'avoir plusieurs SIM cards avec des numéros de téléphone qui commencent par 659, 659, mais vous allez toujours vous rendre compte que le reste des chiffres sont différents. Voilà, c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire que là, par exemple, nous allons créer un réseau. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de créer un réseau, c'est tout simplement pour dire que lorsqu'on va regarder l'adresse IP, tous les PC qui se trouvent dans ce réseau auront le même adresse réseau. C'est-à-dire que ce côté serait toujours pareil pour tous ces PC-là. Mais maintenant, la partie machine va varier. Pourquoi? Par exemple, si nous avons 10 PC dans ce réseau, chaque PC doit avoir sa propre adresse IP. Voilà. Et maintenant, pour différencier les adresses IP, nous allons tout simplement varier la partie machine. C'est-à-dire que par exemple, si on a pris un chiffre comme 5 ici, le prochain, lui, il va prendre 6, l'autre va prendre 7 et autres. Voilà. Mais la partie réseau va rester intacte, car la partie réseau est tout simplement là pour indiquer que tous ces PC ici sont dans le même réseau. Ok. Très important, il faut connaître cela. On va passer au prochain slide. Ok. Maintenant, là, on va parler des classes d'adresses IP. Voilà, les adresses IP sont divisées en plusieurs classes. On a la classe A, la classe B, la classe C, D et E. La classe D et E, en fait, sont utilisées pour d'autres cas spécifiques, pas pour des cas domestiques ou bien en entreprise et autres. C'est-à-dire que généralement, lorsqu'on parle de réseau domestique, réseau d'entreprise, on va parler de la classe A, B et C.
Voilà. Mais je vais un peu expliquer de façon brève c'est quoi les différentes classes d'adresse IP. Là, par exemple, on a la classe A. Déjà, je vous ai expliqué que l'adresse IP était divisée en deux parties. La classe A, nous avons 8 bits, comme vous pouvez voir là, pour la partie réseau et 24 bits pour la partie machine. Si par exemple j'ai 24 bits pour la partie machine, observez là, si je prends 2 à la puissance 24, parce que là c'est la formule pour connaître le nombre d'adresses totales que nous pouvons attribuer au PC. Parce que là, rappelez-vous que la partie réseau, lui, il est sur 8 bits. Et on a 24 bits au total pour la partie machine. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de partie machine, ce nombre de bits, cela va permettre à connaître le nombre de PC qu'on peut attribuer les adresses IP dans notre réseau. Et pour connaître le nombre de PC auxquels vous pouvez attribuer les adresses IP, ou bien pour connaître le nombre d'adresses IP que vous pouvez attribuer à des machines, la formule c'est 2 à la puissance n. Où n ici là représente tout simplement le nombre de bits de la partie machine. Alors là, dans notre cas, c'est 24. Vous voyez, lorsqu'on fait 2 à la puissance 24, nous sommes à un truc comme 16 millions d'adresses. C'est-à-dire que là, vous pouvez créer un réseau qui peut avoir 16 millions de PC. Voilà. Et là, c'est pas tout. Là, je suis en train d'expliquer juste de façon très simple. En réalité, généralement, on va faire moins 2. C'est-à-dire qu'il y a 2 adresses qu'on va arriver là. Et ces adresses-là, ils servent à autre chose. Mais bref, comme je disais, fait un tutoriel où j'explique les adresses IP en détail. Vous pouvez tout simplement aller regarder le tutoriel et comprendre. Là, c'est tout simplement pour vous expliquer en fait que généralement, les adresses de classe A sont utilisées dans des très grands réseaux. Et là, voici en fait la plage d'adresses IP pour les réseaux de classe A. Voilà. Là, c'est de 1.000 à 126.255.255.255. OK. Et ici, là, dans certains livres, vous allez voir plutôt 0.0.0.0 à 127.255 et autres. Voilà. Comme je dis ici, là, lorsque vous voyez ceci, ça veut tout simplement dire qu'ils sont en train de considérer l'adresse 0.0.0.0 et l'adresse qui commence par 127. Voilà. Mais en réalité, ces deux adresses-là sont exclues tout simplement parce que ils sont utilisés pour d'autres tâches dans le réseau. En bref, comme je l'ai dit, je ne vais pas entrer en détail ici, sinon nous allons perdre du temps. Voilà, la classe B. La classe B, bon, là, je vais juste vous présenter en fait le nombre de bits pour la partie réseau et machine. Pour la classe B, on a 16 bits pour la partie machine, pour la partie réseau et 16 bits pour la partie machine. Bon, là, si on fait 2 à la puissance 16, vous voyez le nombre d'adresses totales qu'on peut attribuer au PC, quoi. Voilà. Et vous voyez en fait que là, c'est inférieur comparé à la classe A. C'est-à-dire que là, c'est aussi utilisé plus pour les entreprises, en fait, mais pour les réseaux moins grands comparé aux réseaux où nous avons des milliards d'adresses, en fait. OK, là, nous avons la classe C. La classe C, ici, nous avons 24 bits pour la partie réseau et 8 bits pour la partie machine. Généralement, lorsqu'on parle des réseaux domestiques, en fait, des réseaux généralement, lorsqu'on parle des réseaux domestiques, des réseaux d'entreprise, en fait, des petits réseaux, quoi. Voici, en fait, la plage d'adresse qu'on utilise. Cette plage d'adresse se trouve au niveau de la classe C. Voilà pourquoi la plupart des adresses, vous allez toujours voir, ça commence par 192, tout simplement, vous voyez. Voilà. Là, si je veux connaître le nombre d'adresses totales qu'on peut avoir, c'est-à-dire le nombre d'adresses qu'on peut attribuer aux machines dans le réseau, vous prenez 2 à la puissance 8 qui vous donne 256. C'est-à-dire que vous avez 256 que vous pouvez attribuer au PC. Comme je dis, généralement, on fait moins 2. Mais là, je ne vais pas entrer en détail. J'explique juste de façon générale. Vous pouvez regarder mon cours sur les adresses IP et vous allez mieux comprendre en fait pourquoi est-ce qu'on fait cela en moins 2. Voilà. C'est très important de connaître cela. Vous voyez ici en fait que nous avons uniquement 256. Tout simplement pour dire que si vous avez un réseau qui contient 100 PC, ça ne sert à rien d'utiliser les adresses IP de classe A. Pourquoi? Parce qu'avec les adresses IP de classe A, nous avons plus de 16 millions d'adresses IP qu'on peut attribuer au PC. Ce qui fait en sorte que si vous utilisez les adresses de cette classe, ça veut tout simplement dire que vous êtes en train de faire un gaspillage d'adresses. Parce que vous n'allez jamais utiliser toutes ces adresses disponibles. C'est-à-dire que vous n'allez jamais utiliser toutes ces adresses en votre possession. Voilà. Et généralement, lorsqu'on parle d'adressage du réseau, le but, en fait, c'est d'utiliser les adresses IP de façon optimale, éviter le gaspillage. C'est-à-dire que rassurez-vous que vous prenez une plage d'adresses qui va réellement suffire pour votre réseau. Ça ne sert à rien de prendre une plage d'adresses qui part à 16 milliards d'adresses. Or, vous avez un réseau uniquement de 100 machines, 50 machines. Là, c'est un problème. Voilà. OK. Maintenant, là, je vais parler des adresses privées. Déjà, il faut comprendre que nous avons deux types d'adresses. Nous avons ce qu'on appelle les adresses privées
et on a ce qu'on appelle les adresses publiques. Voilà. Les adresses publiques, en fait, sont les adresses qui sont utilisées sur Internet. Et maintenant, les adresses privées sont les adresses qui sont utilisées au niveau du réseau local. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les adresses privées ont été créées pour gérer le problème de limite d'adresse IP. Voilà. Mais en réalité, il y a plusieurs autres avantages des adresses privées. Moi, je vais expliquer cela toujours dans ce cours. Voilà. L'adresse privée, là, j'ai écrit, ce sont les adresses utilisées dans les réseaux internes. Voilà. C'est-à-dire que lorsqu'on parle du réseau interne, réseau local, local area network, la plupart des temps, on utilise les adresses privées. Maintenant, adresse publique, c'est lorsqu'on veut naviguer sur Internet. Moi, généralement, c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà. C'est-à-dire que nous avons eu à voir les classes A, classe B, classe C. Maintenant, dans cette classe-là, pour chaque classe, nous avons vu la plage d'adresses. Et dans cette plage d'adresses-là, il y a les adresses privées à l'intérieur et les adresses publiques. Voilà. Là, on a extrait les adresses privées de la classe A. Voici les adresses privées. Pour la classe B, voici les adresses privées. Et pour la classe C, voici les adresses privées. Et là, vous allez encore remarquer quelque chose. La plupart des temps, lorsque vous achetez par exemple une box ou lorsque vous avez votre réseau privé à la maison, votre réseau à la maison, vous allez vous rendre compte que l'adresse commence par 192.168. Vous voyez, là, vous remarquez. Tout simplement parce que là, ce sont les adresses privées de la classe C. Et vous avez fait comprendre que généralement, pour les petits réseaux, on utilise des adresses des classes C. Tout simplement pour éviter le gaspillage d'adresses. Ok, là, on va continuer. Moi, je vais prendre un scénario pour expliquer en fait comment les adresses IP publiques et privées fonctionnent. Voilà. Par exemple, à la maison, vos appareils utilisent les adresses privées. Voilà. Voici par exemple un exemple des adresses privées. Maintenant, qu'est-ce qui se passe en réalité? Votre box Internet ou bien votre routeur, en fait, généralement, vos téléphones, ils ont déjà le routeur intégré, quoi. Voilà. Lorsque vous mettez la SIM, vous pouvez vous connecter à Internet. Il faut donc comprendre que votre box ou bien votre routeur contient deux adresses. Il y a déjà l'adresse privée et il y a l'adresse publique. Bon, maintenant, il faut comprendre que l'adresse privée, c'est l'adresse en fait utilisée par votre routeur ou bien votre box pour communiquer avec votre appareil. Voilà. Et maintenant, votre box a aussi ce qu'on appelle une adresse IP publique qui est donnée par l'opérateur. Voilà. Par exemple, si vous êtes connecté à MTN, MTN donne une adresse publique à votre box. Si vous êtes connecté à Orange, Orange donne une adresse publique à votre box. Par exemple, lorsque vous faites une recherche sur Internet, voilà, en réalité, votre box va récupérer votre adresse IP privée. Il va traduire cela en adresse IP publique. Et c'est cette adresse IP publique, en fait, qui est vue sur Internet. Voilà. Et voilà pourquoi vous pouvez venir, par exemple, là, si vous êtes connecté sur Internet actuellement, vous partez sur le terminal, par exemple, vous venez sur votre terminal, CMD. Bon, on va un peu faire de pratique. CMD. Voilà. Et CMD, vous faites IP config. Voilà, IP config, c'est juste pour voir l'adresse IP que vous utilisez actuellement. Moi j'utilise le 192.168.1.114. Vous voyez, là, c'est l'adresse IP privée. Mais si vous partez, par exemple, sur Internet, vous tapez My IP address. Voilà, vous cliquez sur le premier lien. Vous allez vous rendre compte que, regardez l'adresse IPv4 que vous avez là. Là, c'est votre adresse IP publique. C'est-à-dire que cela, c'est l'adresse IP publique utilisée par votre box Internet, tout simplement. C'est-à-dire que sur Internet, lorsque vous faites une recherche, voici l'adresse qui est utilisée et non votre adresse IP privée. Voilà, bon, c'est très important de comprendre cela. Ok, on va continuer. Maintenant, vous allez sûrement vous poser la question, comment est-ce que la box fait pour traduire l'adresse IP privée, l'adresse IP publique et tout. Voilà. L'opération, en fait, de traduction de l'adresse IP privée, adresse IP publique, est faite par ce qu'on appelle le NAT. Network Address Translation. Voilà, là, c'est aussi tout un cours en réseau pour comprendre comment ça fonctionne. Mais sinon, il y a des façons très simples. Il faut comprendre que lorsque la plupart de ces routeurs, de ces box Internet ont ce qu'on appelle un NAT intégré, qui va tout simplement permettre de traduire une adresse IP privée en adresse IP publique. C'est en fait ça son rôle, tout simplement. Voilà. Donc là, on va avancer. Ok. Bon, là, pourquoi on utilise les adresses IP privées? Voilà. Bon, déjà, économie des adresses. Ça, c'est déjà la première chose très importante à noter. Pourquoi on parle d'économie des adresses? Parce que je peux avoir un réseau local A et une autre personne a un autre réseau local B. Maintenant, moi, dans mon réseau local A, la plage d'adresse que j'utilise, il utilise cette même plage dans son propre réseau. Vous voyez? Voilà. De telle sorte que si moi, par exemple, je vais communiquer sur Internet, forcément, j'ai déjà ma box Internet. Lorsque un PC veut communiquer, là, on va traduire mon adresse IP privée
à une adresse IP publique, vous voyez. Et lorsqu'un PC ici, pareil, veut communiquer sur Internet, on va traduire tout simplement son adresse IP privée en adresse IP publique. Et lorsqu'on parle d'adresse IP publique sur Internet, c'est impossible déjà d'avoir deux mêmes adresses IP publiques attribuées à différents PC. C'est pas possible. Voilà, bon, c'est déjà ça qu'il faut noter. Voilà, bon, c'est... Oh, avant la création des adresses IP privées, c'était très compliqué. Par exemple, le réseau A, tu as une plage d'adresse, le réseau B ne peut plus utiliser cette plage d'adresse-là, quoi. Ok. Maintenant, en termes de sécurité aussi, vous avez remarqué en fait que sur Internet, par exemple, si quelqu'un veut hacker mon entreprise, sur Internet, il va juste voir mon adresse publique, mais il ne pourra pas facilement localiser directement les appareils de mon entreprise. Car les appareils de mon entreprise contiennent des adresses IP privées. Voilà, il n'a pas accès directement. Et maintenant, le troisième point ici qui est très important, l'organisation. Ici, là, lorsque je parle de l'organisation, tout simplement pour dire que c'est très simple de créer plusieurs réseaux. C'est-à-dire que je peux décider de créer mon propre réseau local et j'organise mes adresses IP comme je veux, quoi. C'est-à-dire que je peux décider la plage d'adresses IP que je veux prendre. Il n'y a aucun problème parce que ce sont des adresses IP privées. Vous voyez, voilà. Et lorsqu'on parle d'organisation aussi, c'est tout simplement dans le sens où on ne dépend pas d'un opérateur, quoi. Parce que lorsque vous dépendez d'un opérateur, ça veut dire que vous avez besoin d'une adresse IP publique. Et lorsqu'on veut dépendre d'un opérateur, ça veut tout simplement dire qu'on veut aller sur Internet. Mais si vous créez tout simplement un réseau local, c'est-à-dire que pour votre maison ou bien juste une entreprise, de telle sorte que vous n'allez pas communiquer avec d'autres réseaux externes, et dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'adresse IP publique. Dans ce type, en fait, nous, ce qu'on va faire, on veut créer juste un réseau local. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'adresse IP publique, qu'on n'a pas besoin d'aller sur Internet. On choisit juste nos adresses et là, nos PC vont communiquer. C'est-à-dire que tous les PC qui vont se retrouver dans le même réseau vont pouvoir communiquer sans problème. Ok. Maintenant, il y a une autre notion très importante à retenir qui est le masque réseau. Voilà, généralement, vous allez voir masque réseau ou bien masque de sous-réseau. Voilà. C'est parce qu'en réalité, lorsqu'on parle de réseau, il y a ce qu'on appelle les adresses réseau, il y a ce qu'on appelle les sous-adresses réseau. Voilà. Bon, j'ai fait un tutoriel où je parle de tout cela, j'explique c'est quoi une adresse réseau, c'est quoi une adresse de sous-réseau et autres. Bon, là, je ne vais pas perdre le temps. Ok. Ben, généralement, lorsque vous voyez masque réseau, bien masque sous-réseau, c'est la même chose. Il n'y a pas de différence. C'est quoi le rôle du masque? Le masque sous-réseau sert à dire quelle partie de l'adresse IP représente le réseau et quelle partie représente la machine. C'est très simple. Par exemple, lorsque vous précisez une adresse IP comme ceci dans le PC, vous voyez, voilà. Comment est-ce que votre PC fait pour connaître que la partie réseau, par exemple, sont les 2 premiers octets ou bien les 3 premiers octets et autres? Là, on a besoin du masque. Et maintenant, généralement, ce qu'on va faire, c'est la partie réseau, on va tout simplement mettre les bits à 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Vous voyez? Et là, lorsqu'on prend 8, 1 déjà, 8, 1 correspond à 255. Voilà pourquoi, généralement, lorsque je prends, voici par exemple un exemple ici. Vous voyez? Là, premier octet, j'ai mis 255. Ça veut tout simplement dire que les premiers 8 bits sont tous à 1, 1, 1. Voilà. Deuxième octet, 255. Ça veut dire que le deuxième octet, tous en 1, 1, 1, 1, en binaire. Vous voyez? Troisième octet, tous sont en 1, 1, 1, en binaire. Voilà. Il y a quelque chose que j'ai oublié de préciser depuis la base, c'est que une adresse IP, la taille d'une adresse IP, c'est 32 bits. Très important. Très, très important. Notez cela. 32 bits. Voilà. Maintenant, là, lorsque vous avez un masque comme ceci, cela signifie tout simplement que 24 premiers bits est réservé pour le réseau et 8 bits sera réservé forcément pour la partie machine. Voilà. Voici notre notation en mettant le slash 24. C'est-à-dire que généralement, vous allez voir quelque chose comme ceci. 192.168.10 par exemple, point 2 slash 24. Si vous voyez quelque chose comme ceci, ça veut tout simplement dire ce 24, cela représente la partie réseau. Voilà. Et c'est ça qu'on appelle le masque, tout simplement. Voilà. C'est juste que cette notation, c'est généralement pour les personnes qui vont lire, quoi. Mais lorsqu'on nous configurons cela dans le PC, nous allons utiliser plutôt ce format. Voilà. Bon, là, on va avancer. Je pense que c'est tout pour les notions de base. On passe à la partie 2, qui est la partie pratique. Voilà, pour le côté pratique, j'ai envie de définir 3 scénarios différents. C'est-à-dire que 3 méthodes pour connecter 2 PC dans un réseau. Voilà. C'est-à-dire que 3 méthodes pour créer un réseau qui contient 2 PC. Et c'est ici qu'il faut se concentrer. C'est-à-dire quoi?
Parmi ces méthodes, c'est là où vous allez donc retrouver d'autres méthodes qui vont vous permettre de créer un réseau avec plus de 2 PC. Ok. L'étape numéro 1, bon là tu vas voir scénario numéro 1. Vous allez voir scénario numéro 1. PCP, c'est direct câble Ethernet. Je pense qu'ici nous sommes tous d'accord en fait que là on va créer un réseau qui contient uniquement 2 PC. Avec un premier PC qui est connecté par câble à un deuxième PC. On appelle ce type de réseau filaire. Ok, là, il n'y a pas de box internet, rien. Les configurations ici sont vraiment très simples. On va mettre l'adresse IP, puis on va mettre le masque. Là, rappelez-vous en fait que nous sommes en train de créer un réseau local, c'est-à-dire qu'on décide les adresses IP qu'on veut mettre. Et là, par exemple, il y a cette adresse-là. Regardez très bien, 192.168. Vous vous rappelez très bien de cette adresse IP privée classée. Voilà. Et cette adresse-là, j'ai choisi cette adresse comme ça dans la plage d'adresse IP privée. Voilà, rappelez-vous que les adresses IP privées pour les réseaux locaux, la reste IP publique pour Internet. Et maintenant, là, si vous choisissez une adresse IP publique, ça ne dérange à rien. Le réseau va fonctionner normalement. Mais le seul problème maintenant, c'est que vous risquez d'avoir conflit si vous décidez d'aller sur Internet. Parce que par exemple, votre box peut vouloir vous attribuer une adresse IP publique que vous avez utilisée dans votre réseau interne. Et là, c'est un problème. Voilà pourquoi lorsque vous faites votre choix, rassurez-vous que vous choisissez une plage d'adresse IP privée. Et maintenant, en ce qui concerne le choix d'adresse IP privée, on a les adresses IP privées des classes A, des classes B, des classes C. Mais pour éviter le gaspillage de la clé, vous allez expliquer pourquoi on va prendre l'adresse IP des classes C. Vous voyez, c'est tout simplement en fonction de la taille de votre réseau. Là, je suis en train de connecter uniquement 2 PC. Bon, prendre une classe A, classe B ne sert vraiment à rien. Mais jusqu'à là, lorsque je prends une classe C, il y a toujours gaspillage d'adresse. Voilà pourquoi généralement, il y a maintenant ce qu'on appelle la notion de sous-adresse réseau. Voilà. Et là-bas, qu'on peut encore évidemment filtrer tout cela. Mais bref, je ne vais pas expliquer tout cela ici. Ça va prendre du temps. Rappelez-vous que j'ai déjà fait une vidéo dessus. Maintenant, lorsque je configure une adresse IP comme ceci, comment dire par exemple à mon PC que les 3 premiers octets représentent le réseau et le dernier octet représente la partie machine. Voilà, en indiquant tout simplement le masque. J'ai déjà expliqué la structure du masque, comment cela fonctionne. Super. Là, vous allez faire cela sur PC1 et vous allez faire pareil sur PC2. Voilà. Maintenant, lorsqu'on configure les adresses IP, il y a 2 façons de configurer cela. Il y a ce qu'on appelle la façon statique ou bien manuelle et il y a ce qu'on appelle la façon automatique. De façon automatique veut dire tout simplement que vous ne précisez pas les adresses IP de façon statique comme cela. Non. Vous avez un équipement qui contient tout simplement un programme qui va vous donner les adresses IP de façon automatique. Moi, je vais parler de cela plus tard, ok, à la deuxième partie, car j'ai pris plusieurs parties. Scénario numéro 2. Un PC, un switch et un PC. Voilà. Maintenant, ici, je rappelle encore, le switch agit tout simplement comme une rallonge dans le réseau. Vous voyez, voilà. Par exemple, lorsque en électricité, si je veux connecter plusieurs appareils, j'ai besoin et j'ai une seule prise. Dans ce cas, j'ai besoin d'une rallonge, on a appelé rallonge ou bien encore distributeur, quoi. Alors, j'ai besoin d'une rallonge que je vais utiliser et brancher plusieurs appareils dessus. Là, c'est pareil. Vous voyez, en réseau, on a ce qu'on appelle le switch. Bon, là, j'explique de façon simple parce que nous avons aussi plusieurs types de switch. Il y a les switches qui permettent de faire le routage. On appelle cela switch de niveau 3. Voilà. Maintenant, ici, je suis en train d'expliquer de façon simple les switches niveau 2. C'est-à-dire que le switch que je suis en train d'expliquer actuellement, c'est le switch niveau 2. C'est-à-dire la fonctionnalité basique du site, en fait, c'est tout simplement d'agir comme une rallonge. C'est-à-dire que lorsque vous achetez un switch, et disons par exemple, vous avez 5 PC et 5 câbles Ethernet différents. Vous prenez un câble, une extrémité, vous branchez sur un PC et vous branchez l'autre extrémité sur le switch. Deuxième PC, vous prenez encore un autre câble, vous branchez une extrémité sur le deuxième PC et l'autre extrémité sur le switch. Troisième PC, vous faites pareil et autres. Vous voyez que dans ce cas, la taille de votre réseau est limitée tout simplement en fonction du nombre de ports que vous avez au niveau de votre switch. Je pense que là, c'est noté. Parce qu'un étudiant au séminaire, il m'a posé cette question de savoir si lorsqu'on crée un réseau filaire, c'est uniquement avec 2 PC. Non, il a répondu non, qu'avec un switch, on peut créer un réseau filaire qui a plusieurs PC. Et je comprends qu'il m'a posé cette question tout simplement parce qu'au séminaire, on a travaillé avec un seul câble et 2 PC. Voilà. Mais c'était quand même intéressant car ça montre qu'il est déjà curieux. Bon, c'est un peu ça. Et de ce côté, c'est pareil, la configuration reste très simple et basique.
Vous voyez, vous mettez l'adresse IP et le masque. La passerelle, vous laissez vide. Bon, je vais expliquer c'est quoi la passerelle. Bon, ne vous inquiétez pas. Parce que généralement, lorsque vous configurez les adresses IP, surtout lorsque vous le faites de façon manuelle, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs champs qu'il faut remplir. Mais généralement, on ne remplit pas tout. Pourquoi? Je vais expliquer le rôle des autres champs. Quand est-ce qu'il faut remplir, quand est-ce qu'il ne faut pas remplir, à quoi ils servent et autres. Bon là, je fais pareil sur le PC2. Si vous avez un PC3, vous faites pareil, PC4 et autres. Et regardez toujours comment je choisis mes adresses en fait. Vous voyez, là je reste dans la plage des adresses IP privées. Et j'ai toujours choisi classe C. Parce que rappelez-vous, classe C commence toujours par... Classe C, adresse privée, commence toujours par 192.168. Très important de noter cela. Ok. Maintenant, après cela, on va utiliser la commande ipconfig pour vérifier. Ok. Maintenant, on a le cas numéro 3. Le cas numéro 3, c'est lorsque vous avez un PC, vous voulez connecter un PC à un autre PC et vous allez utiliser par exemple une box internet ou bien vous allez utiliser un routeur proprement dit ou bien vous allez utiliser l'access point de votre téléphone. Ok. Dans ce cas, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Lorsque vous utilisez déjà des équipements comme routeur, access point du téléphone, box Wi-Fi et autres, dans ce cas, ces équipements-là contiennent ce qu'on appelle un serveur DHCP. Moi, je vais noter cela ici. DHCP. DHCP qui signifie Dynamic Host Control Configuration Protocol. Dynamic Host Configuration Protocol. Voilà. Et maintenant, ce serveur DHCP, c'est lui qui va s'occuper de la plage de l'adresse IP. C'est-à-dire que lorsqu'un équipement se connecte, par exemple, à un point d'accès, voilà, le point d'accès de votre téléphone, ou bien à une box, ou bien un routeur, directement, il obtient une adresse IP. C'est-à-dire que c'est le serveur DHCP qui l'envoie cela. Et à le masque réseau, directement, il obtient cela. La passerelle, directement, il obtient. Bon, j'en profite pour expliquer la passerelle. Il faut déjà comprendre que lorsque vous utilisez, par exemple, une box, un routeur ou bien un téléphone et autres. Voilà. Vous avez la possibilité d'aller sur Internet. Voilà. La passerelle est tout simplement l'adresse de sortie de votre réseau. Il faut déjà noter ça, très important. Parce que généralement, lorsqu'on crée un routeur ou lorsqu'on crée un réseau, désolé, ou on utilise un routeur, ça veut tout simplement dire que nous voulons communiquer d'un réseau à un autre réseau. C'est-à-dire que le routeur, en fait, lui, gère ce qu'on appelle l'intercommunication entre des réseaux différents. Lorsque je vais créer un seul réseau local, dans ce cas, je n'ai pas besoin de routeur, quoi. Vous voyez, parce que tous les PC seront dans le même réseau. Bon, ils peuvent communiquer directement à travers un switch et autres. Mais lorsque déjà j'ai deux réseaux réseau A et réseau B, et un PC du réseau A veut communiquer avec un PC du réseau B veut communiquer avec un PC du réseau A. Dans ce cas, puisqu'ils n'ont pas la même adresse réseau, forcément, il faut maintenant un autre équipement là qu'on appelle le routeur. Voilà, il va se charger de ce qu'on appelle le routage. Le routage, maintenant, c'est tout un cours en réseau et j'ai déjà fait des vidéos dessus. Vous pouvez tout simplement regarder. Et maintenant, dans ce cas, ici, on n'a pas besoin du routeur, quoi. Voilà. Ou bien, je vais dire, c'est pas uniquement le routeur qu'on peut utiliser. Il y a aussi ce qu'on appelle les switches de niveau 3, qui sont tout simplement des switches qui ont la fonctionnalité du routage. Qui sont tout simplement des switches qui ont la fonctionnalité du routage. Bon, c'est important de noter cela, quoi. Et maintenant, dans le cas où vous utilisez par exemple une box internet, généralement, la passerelle, c'est l'adresse de la box. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour connaître l'adresse de la box? Vous allez toujours remarquer lorsque vous achetez une box, ça vient avec une... Vous aussi, vous regardez très bien sur le carton ou bien sur la box directement, vous allez voir une adresse IP par défaut qui permet d'accéder à l'interface de la box, quoi. Voilà, cette adresse-là, c'est tout simplement la passerelle. Très important de noter cela. Maintenant, le DNS. Voilà, je ne vais pas prendre le temps pour expliquer tout cela. DNS, là, pour Domain Name Server. Je peux vous donner ça comme devoir. Vous partez chercher et revenir en commentaire. Tout simplement, donner votre point de vue par rapport à ce que vous avez compris concernant le DNS. Et là, je vais lire les commentaires et répondre et corriger aussi chacun. Le dernier point est souvent le DHCP. Voilà, bref, ici là, lorsque je dis est souvent le DHCP, c'était dans le sens où, lorsque par exemple, vous voulez faire communiquer deux PC ou bien plusieurs PC à travers une box, il faut déjà savoir que cette box-là contient un routeur. Et lorsque déjà on a un routeur, ça veut tout simplement dire qu'on a un serveur DHCP. Mais c'est juste que deux fois, nous pouvons décider de désactiver ce serveur DHCP et configurer les adresses IP de façon manuelle. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait un serveur DHCP, nous décidons de désactiver cela
pour pouvoir configurer les adresses IP de façon statique nous-mêmes au niveau de notre PC. Ça veut dire qu'on ne veut pas que la box nous envoie des adresses IP. Est-ce que là c'est bon? Je pense que c'est clair. Ok. Maintenant, si on vient là, ok, bon, voilà exactement ce que j'expliquais. Le routeur possède une adresse privée. Toujours, le routeur a toujours une adresse privée. Et généralement, l'adresse privée du routeur, c'est l'adresse réseau .1 à la fin. La plupart, ça c'est une norme, mais je jamais utilisé par les box. C'est-à-dire que lorsque vous achetez par exemple une box, vous allez toujours voir dernier octet ici là, c'est .1. .1 là, c'est tout simplement pour l'adresse IP de la box. C'est-à-dire que l'interface pour accéder à la box, changer les configurations et autres. Bon, c'est un peu ça. Et puisque la plupart des temps, ces box-là, ils utilisent les adresses privées de classe A et ils prennent toujours l'adresse réseau comme /24. C'est-à-dire qu'on a uniquement 8 bits pour la partie machine. Et vous savez que si 24 bits est utilisé pour la partie réseau, ça veut tout simplement dire les 3 premiers octets sont occupés. Premier octet 8 bits, deuxième octet 8, ça fait 16, troisième octet 8, ça fait 24. Voilà, vous voyez, il manque uniquement 8 bits qu'on peut manipuler. Voilà pourquoi la plupart du temps, tous vos PC, vous allez tout simplement changer le dernier octet. C'est un peu comme ça que cela fonctionne généralement. Ok. Et c'est important de connaître ceci. Puisque la box vient déjà avec une adresse IP, cette adresse IP va définir l'adresse du réseau. Pourquoi est-ce que je précise cela? Tout simplement pour dire, si l'adresse IP de la box est 192.168.1.1 et que par exemple c'est un /24, parce que généralement lorsque vous vérifiez votre adresse IP, on va vous montrer la partie réseau. Mais la plupart des temps, c'est /24 pour les box internet et autres. Maintenant, pour les access points, lorsque vous êtes connecté plutôt au téléphone, généralement, c'est un truc comme /22, quelque chose comme cela. Maintenant, vous allez justement vous poser la question /22, ça ne fait pas partie des classes, quoi. Les classes étaient /8, /16, /24. Maintenant, comme je vous ai expliqué, il y a ce qu'on appelle les sous-adresses réseau. Avec les sous-adresses réseau, on peut avoir n'importe quel nombre de bits pour la partie réseau. Vous voyez. Bon, là, comme je dis, je ne vais pas prendre tout mon temps pour expliquer les adresses IP. Bon, je reviens à ce niveau. Là, puisque la box vient déjà avec une adresse IP, vous voyez, ça veut tout simplement dire que si vous voulez configurer les adresses IP de façon statique au niveau de vos PC, rassurez-vous que vous restez dans le même réseau que l'adresse IP de la box. Et pense qu'on se comprend. C'est-à-dire, par exemple, que si cette adresse-là est /24, n'allez pas configurer une adresse comme 192.168.2, peut-être .1. Là, c'est échoué. Pourquoi? Parce que vous venez de changer le troisième octet qui représente quoi? Qui représente une partie de la partie réseau. Ce qui fait en sorte que votre box et l'adresse IP statique que vous avez configurée sur votre PC ne sont plus dans le même réseau. Dans ce cas, il n'y a pas de communication. Et je pense que l'on se comprend très bien. Bon, s'il y a des soucis, laissez sur un commentaire, je vais réexpliquer. Oui. Là, j'ai précisé ça, ce qui définit le réseau. Oui. Ce qui fait en sorte qu'il n'y a que le dernier octet qui peut changer. Ça veut tout simplement dire que malgré le fait que vous utilisez une box ou bien un routeur ou bien un access point du téléphone, si vous voulez configurer les adresses IP de façon statique vous-même, rassurez-vous que vous changez uniquement le dernier octet et vous laissez la partie réseau intacte. Comme ça, vos PC restent dans le même réseau en fait que l'équipement intermédiaire. Parce que l'équipement intermédiaire, lui, va se charger du routage. C'est-à-dire qu'il va se charger de récupérer le paquet d'un nœud pour envoyer un autre nœud. Lorsqu'on parle du Dynamic Host Configuration Protocol, il y a deux parties. Il y a le DHCP, il y a le client DHCP et il y a le serveur DHCP. Très important de noter cela. Voilà, ça veut dire que ça c'est un protocole client-serveur. Généralement, lorsqu'on dit client-serveur, ça veut tout simplement dire les deux entités qui communiquent. Il y a forcément un qui est le client, l'autre qui est le serveur. Voilà, et là je vais pas expliquer la différence entre client et serveur, vous connaissez très bien. Voilà. Maintenant, dans notre cas, tous nos appareils en fait contiennent un programme qu'on appelle le client DHCP. Et maintenant, votre routeur ou bien votre box en fait ou bien votre point d'accès contient ce qu'on appelle un serveur DHCP. Vous voyez, voilà. Ce qui fait en sorte que lorsque le client va faire une requête, le serveur DHCP va tout simplement répondre à la requête. Et généralement, lorsque le serveur DHCP répond au client DHCP, ce qu'il va envoyer, c'est il va envoyer l'IP
il va envoyer le masque, il va envoyer directement la passerelle. La passerelle, c'est-à-dire que l'adresse par laquelle le paquet va passer, si on veut aller dans un autre réseau ou bien si on va aller sur Internet. Parce que rappelez-vous que lorsque vous êtes dans un réseau local et vous partez déjà sur Internet, vous êtes en train d'accéder à un autre réseau. Voilà. DNS, comme je dis, vous allez faire le devoir, vous revenez. OK. Bon, c'est un peu ça, quoi. Là, j'ai vraiment expliqué tout de façon détaillée. OK. Voilà. Bon, ici, là, il était en train d'expliquer tout simplement que lorsque DHCP est activé, tout est automatique. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on ne configure pas l'adresse IP, on ne configure rien du tout. Voilà. Et maintenant, voilà. Et maintenant, nous pouvons décider de désactiver cela pour configurer les adresses IP de façon statique. Et lorsqu'on configure les adresses IP de façon statique, dans ce cas, vous pouvez tout simplement configurer l'IP et le masque. Pas besoin de configurer la passerelle. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il fait peut-être prendre notre cas. Nous, on ne veut pas aller sur Internet, on veut juste créer un réseau local. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de passerelle pour dire qu'on va quitter notre réseau pour aller vers un autre réseau. Non, on n'a pas besoin. On veut juste que nos PC, c'est-à-dire que tous les PC qui se trouvent dans le réseau local qu'ils sont en train de créer puissent communiquer. Et là, je suis juste en train d'expliquer pour que vous compreniez ce qui se passe. Mais en réalité, lorsqu'on utilise le Linux, je ne vois pas pourquoi vous allez vouloir configurer les adresses IP de façon statique. Vous pouvez tout simplement laisser l'option DHCP activée et vous continuez à faire ce que vous voulez faire, quoi. Voilà. Mais là, si je vous montre tout simplement parce qu'il y a des scénarios où on aimerait personnaliser nos adresses et on veut configurer ça de façon statique. OK. Par exemple, pour éviter que ça change et autres. Voilà, on va passer directement à la partie pratique. Bon, là, je vais vous présenter mon setup. OK. Pour ceux qui vont travailler avec 2 PC et un câble Ethernet, c'est très simple. Bon, par exemple, vous allez voir là, voici mon câble Ethernet. Ça veut dire que ce que vous allez faire, vous allez prendre une extrémité de ce câble branché au niveau d'un PC et l'autre extrémité vous branchez au niveau de l'autre PC. Voilà, c'est exactement comme ça que cela fonctionne. Et lorsque vous allez brancher, vous allez remarquer qu'il y a un LED là. Par exemple, dans mon cas, je pense que le LED est visible. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, cela montre en fait que les 2 PC sont connectés. Bon, là, c'est juste côté visualisation physique directement sur le PC. Vous voyez. Mais maintenant, à l'intérieur du PC, je vais vous montrer comment on fait pour se rassurer que le câble fonctionne réellement. C'est-à-dire les 2 PC sont réellement connectés. OK. Bon, là, on va voir cela. Bon, là, c'est le premier cas. C'est-à-dire que pour ceux qui vont travailler avec 2 PC directement connectés à un câble, vous allez passer par cette procédure. OK. Maintenant, en ce qui concerne le deuxième cas, c'est pareil. C'est-à-dire que lorsque vous utilisez un switch, n'oubliez pas tout simplement de brancher comme j'ai indiqué et vous vérifiez les LED tout simplement pour vous rassurer que vous êtes connecté. Voilà. Les LED, c'est tout simplement les petites lumières là, quoi. Voilà. Maintenant, le troisième cas, c'est à travers une box, en fait. Parce que c'est vrai que vous pouvez utiliser votre portable, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser votre portable et activer le point d'accès. C'est-à-dire que je peux utiliser mon portable. Je viens là, j'active point d'accès. Oui, là, point d'accès, vous activez tout simplement et vos différents appareils, c'est-à-dire que vos 2 PC se connectent et c'est bon, quoi. Parce que lorsqu'ils vont se connecter là, votre téléphone a un serveur DHCP. C'est-à-dire que votre téléphone a déjà un routeur intégré qui est un serveur DHCP qui va partager, qui va envoyer les adresses IP de façon automatique à vos équipements. Et vous allez utiliser la commande ipconfig pour vérifier. Bon, on va utiliser la commande ipconfig ensemble tout à l'heure. OK. Bon, moi, j'ai 2 PC. Voici mon premier PC qui est un laptop. Deuxième PC, c'est un desktop. Voilà, l'unité centrale est là en bas. Ce qui se passe, c'est que j'ai rencontré un petit souci. Mon premier PC, qui est le laptop, n'a pas de port Ethernet, comme vous pouvez constater, vous voyez. Par contre, mon PC, lui, il a un port Ethernet au niveau de l'unité centrale, mais mon PC n'a pas de carte réseau Wi-Fi. C'est-à-dire que je ne peux pas me connecter par Wi-Fi sur mon PC. Voilà. La solution que j'ai adoptée est très simple. Ce que j'ai donc fait, c'est j'ai pris ma box Wi-Fi. Bon, là, c'est la chance que j'ai eue. Voilà, parce que pour ceux qui auront des petits modems, là, vous n'aurez pas cette chance, quoi. C'est-à-dire que vous avez un desktop à la maison, il faut forcément la carte réseau Wi-Fi. Voilà. Maintenant, ce que j'ai fait, j'ai branché une extrémité sur la box et j'ai branché l'autre extrémité directement au niveau du desktop. Vous voyez, voilà, puisque mon desktop a un port RJ45, j'ai branché l'autre extrémité là-bas et c'est connecté, ça fonctionne. Voilà pourquoi vous voyez, il y a ce LED. Si je débranche le PC, vous allez voir, le LED va s'éteindre tout simplement. Voilà. Et maintenant, par contre, pour le laptop, je me suis connecté plutôt par Wi-Fi. Je pense que je viens là, vous pouvez observer.
Vous voyez, là, le Wi-Fi, c'est N-Chain. Hein, voilà. N-Chain ProBox. Bon, c'est un peu ça. Voilà. Et dans ce cas, les deux sont dans le même réseau directement. C'est-à-dire qu'on peut commencer déjà par vérifier les adresses. On peut commencer par vérifier les adresses IP. OK. Bon, là, c'était un peu tout pour vous présenter mon setup. Je reviens directement sur l'enregistrement de la vidéo et on continue les explications. Ok, là, je suis de retour sur le PC. Voilà, on va directement commencer quoi. Puisque là, nous sommes déjà connectés. Et rappelez-vous que je ne configure pas encore d'adresse IP. Pourquoi? Parce que la box, en fait, la box qui est mon routeur dans ce cas, il a un serveur DHCP, il va m'attribuer les adresses IP. C'est-à-dire que vous allez tout simplement venir là. Actuellement, je suis sur Windows 11. Voilà, j'ai oublié de préciser cela. Mon laptop a Windows 11 et mon desktop a plutôt Windows 10. Je pense que là, c'est une très bonne affaire, quoi. Comme ça, je vais pouvoir montrer comment est-ce qu'on fait tout cela sur Windows 10, comment est-ce qu'on fait tout cela sur Windows 11. Avec les questions système d'exploitation, en fait, il n'y a pas de problème. Maintenant, si vous utilisez un système Linux comme Ubuntu, laissez juste un commentaire et nous allons discuter comment ça fonctionne de ce côté. Ok, là, je vais venir vérifier CMD. CMD. Voilà, là, je vais ouvrir tout simplement l'invité de commande. Et rappelez-vous, la commande, c'est ipconfig. Ok. Au niveau de ipconfig, vous allez voir là, wireless LAN. Voilà. Pourquoi moi je vérifie au niveau de wireless LAN adapter? Wireless, cela veut dire tout simplement sans fil. Tout simplement parce que actuellement, je suis sur mon laptop et mon laptop n'est pas connecté à la box de façon filaire à travers un câble, je vais dire quoi. Voilà. Il est connecté plutôt par Wi-Fi. Voilà pourquoi je vérifie au niveau de wireless LAN. Et voici l'adresse IP attribuée par ma box. Vous voyez? Et qu'est-ce que j'ai dit? Que généralement, lorsque vous êtes connecté à une box, à une box Wi-Fi, ok, observez tout simplement le masque. Le masque ici, c'est 255.255.255. Vous comprenez directement que ici, les trois premiers octets, c'est-à-dire 182.168.1, c'est la partie réseau. Et il n'y a que le dernier octet qui varie, puisque là, c'est la partie machine. Et maintenant, comme il dit, si ce dernier octet, c'est là. Lorsqu'on retire 114, on met 1. C'est-à-dire en fait que le point 1, cette adresse est déjà réservée à l'adresse de la box. Et l'adresse de la box, en fait, c'est ce qu'on appelle encore la gateway. Oui. C'est-à-dire que là, je peux venir par exemple là. Et je rappelle encore, je ne suis pas connecté à Internet, il faut noter. Voilà. 192.8.1.1. Vous voyez. Là, j'accède directement à l'interface de la box. C'est parce que vous voyez un peu quoi. Avec, je peux me connecter directement là. Je mets le nom, le mot de passe quoi. Bon, par défaut, c'est admin si vous n'avez jamais changé quoi. Vous voyez. Et là, j'accède à l'interface. Exactement. C'est un peu ça. C'est un peu comme ça. Voilà. Bon, là, on va continuer avec le TP. Je viens. Je reviens là. Ok. Bon, là, on a déjà vérifié l'adresse. Et là, on précise même en bas, en fait, que default gateway. Voilà, vous voyez. Là, j'ai déjà une adresse IP. Je vais aller directement sur le deuxième PC, qui est mon desktop. Ok, là, voici, je suis sur le deuxième PC, qui est mon desktop. Vous voyez, là, c'est l'interface de Windows 10. Pareil, lui, il est déjà branché. Lorsque je clique là, par exemple, suivez réseau, vous voyez là, on ne dit pas d'Internet. Voilà, tout simplement parce que je ne suis pas connecté à Internet. Je n'ai pas de connexion Internet. Mais par contre, je suis connecté voilà, à ma box et j'ai une adresse IP. Et vous voyez très bien ce logo-ci qui signifie connecté par câble. Quoi. Ok. Bon, là, je vais venir faire pareil. CMD. Vous voyez, là, vous ouvrez tout simplement l'administrateur. CMD. Ok, là, vous ouvrez tout simplement le terminal. Voilà, vous pouvez ouvrir en tant qu'administrateur. Bon, bref, je vais expliquer quand est-ce qu'il faut ouvrir en tant qu'administrateur, vous donner les raisons. Ok, mais pour le moment, il tape juste comme ça. Il fait ipconfig. ipconfig. Je valide. Vous voyez là, j'obtiens une adresse IP. Vous voyez. Maintenant, cette fois-ci, regardez là. Ce n'est plus en fait wireless LAN adapter. Voilà. Ou bien carte réseau sans fil. Et rappelez-vous que chez moi, c'était wireless LAN adapter. Bon, c'était écrit en anglais parce que mon PC est en anglais de ce côté-là. Ouais. Et mon desktop, lui, il est en français. Voilà pourquoi vous voyez ici, c'est écrit en français, quoi. Bon, parfois, j'ai varié avec les langues. Ok. On la carte Ethernet, vous voyez là, parce que je n'ai pas de carte Wi-Fi. J'ai plutôt une carte Ethernet. C'est-à-dire que je peux me connecter uniquement par câble.
observons tout simplement là, voici l'adresse IP. Voilà. Par défaut, ici, il nous donne une adresse IPv6. Voici un peu la structure d'une adresse IPv6. Mais bref, comme je dis, je ne vais pas expliquer cela. Voici mon adresse IPv4 que le DHCP m'a donné. Voici le réseau et voici la passerelle. Vous voyez que la passerelle, c'est-à-dire l'adresse de l'interface de ma box, est pareil quoi, que ce qu'on a vu de l'autre côté. Voilà. Le masque, vous voyez, c'est normal que c'est pareil, 192.168.1. Mais qu'est-ce qui change là? Dernier octet, vous voyez. Parce que mon desktop, c'est un autre PC en fait. Vous voyez, exactement. Vous voyez déjà là que nos deux PC ont des adresses IP. Alors, on va donc taper la commande IP. Ah, ok, on a déjà fait ipconfig de ce côté pour vérifier. Super. Ok. Maintenant, on va passer à la prochaine étape. La prochaine étape, maintenant, je disais au niveau de la présentation. On a fini avec ipconfig. L'étape qui va suivre maintenant, ça veut dire lorsque on a fini avec ipconfig, ça veut donc dire quoi? Avec que tous ceux qui ont pris d'autres scénarios, en fait, vous vérifiez comme je viens de vérifier avec la commande ipconfig, vous vous rassurez que vous avez des adresses IP. Voilà. Bon, maintenant, ce que je vais faire, c'est l'idée pour réellement faire en sorte que tous ceux qui ont pris d'autres scénarios puissent suivre le TP. Je vais configurer les adresses IP plutôt de façon statique. Voilà, ça permettra à ceux qui ont pris le scénario 1 et le scénario 2 de réellement voir comment est-ce qu'on configure une adresse IP de façon statique. Maintenant, c'est très simple. Je vais commencer sur Windows 11. Maintenant, sur Windows 11, pour accéder à l'interface pour configurer cela, je vais vous montrer un raccourci. C'est très simple. Vous venez vous cliquer là. Vous voyez, suivez très bien mon curseur. Ok. À ce niveau, je vais cliquer sur... bon, là, je suis sur Windows 11, quoi. Je vais montrer la même chose sur Windows 10. Ok. Là, je vais cliquer là. Vous allez voir More Wi-Fi Setting. Je viens directement à Wi-Fi Setting. C'est vrai que vous pouvez passer par paramètres. Ceux qui vont passer par paramètres, forcément, vous allez arriver ici. Là, vous allez cliquer sur Network and Internet. Vous voyez, c'est la même chose, quoi. Maintenant, là, je vais cliquer là, ici au niveau du Wi-Fi. Je vais cliquer là, comme ceci. Voilà, lorsque vous cliquez sur Wi-Fi, vous allez tomber de ce côté. Maintenant, là, voici où vous êtes connecté, quoi. MTN ProBox, quoi. Je vais cliquer là. Lorsque je clique là, je vais tomber sur cette interface-ci. Maintenant, vous allez venir ici, là, IP Assignment. Voilà, c'est vraiment PCA en anglais, mais bon, je vais tout expliquer. Voilà, au niveau de IP Assignment, vous allez voir Automatic DHCP, c'est normal. Le client DHCP est activé par défaut. Je vais cliquer sur Edit. Il vient là. Vous voyez, sur Windows 11, c'est un peu différent sur Windows 10. Je vais montrer sur Windows 10. Je clique sur Manuel. Ok, on va me demander quelle est l'adresse IP manuelle que je vais configurer. IPv4 ou IPv6. On va prendre IPv4 parce que vous n'avez pas encore étudié IPv6. Ok, dans le support, j'avais précisé quelle adresse. Moi, je me rappelle plus. Je vais juste prendre quelque chose 192.168.1. Déjà, la partie réseau, je ne dois pas changer. Pourquoi? Parce que j'ai expliqué que si je mets .2, là, c'est un problème. Parce que je suis déjà en train de créer une nouvelle adresse réseau. Ce qui fait en sorte que ma box, lui, n'est plus dans ce réseau. Bon, les deux PC ne pourront plus communiquer. Voilà pourquoi je dois mettre déjà la même adresse réseau. Maintenant, je peux changer la partie machine. Il décide que mon PC a plutôt un point. Et je ne peux pas prendre le point 1 aussi, parce que le point 1, c'est déjà la passerelle de la box. Voilà, c'est l'adresse de l'interface de la box. Il peut décider que, ok, mon PC a point 2. Voilà, c'est-à-dire que je ne veux pas le point 114 que j'ai eu là. Moi, je veux point 2. Le masque 255.255.255.0. Et c'est bon, on ne configure plus rien. Masque DNS, on s'en fout. Voilà, parce que l'idée, nous, on veut juste un réseau local. On ne veut pas aller sur Internet. Et lorsque vous allez étudier DNS, vous allez comprendre aussi pourquoi ce n'est pas nécessaire de configurer dans ce cas. Super. Là, on va cliquer sur Safe. Cool, vous voyez. Là, voici l'adresse IP là, IPv 192.168.2.1. Voilà. Maintenant, il y a un autre cas que vous pouvez constater. Ceux qui ont surtout les antivirus, des fois, lorsque vous configurez l'adresse IP de façon statique, là, il va refuser, en fait, le PC va refuser de configurer cela, tout simplement parce que votre antivirus bloque cela. Vous voyez, voilà. Dans ce cas, vous pouvez tout simplement désactiver votre antivirus pour un temps, juste pour configurer, et après, vous allez juste réactiver, quoi. Voilà. Mais bref, là, on va venir au niveau de notre CMD. Voilà, on va encore vérifier. Je vais faire ipconfig 192.168.1.2. Super, ça fonctionne. Je viens maintenant sur le deuxième PC qui est mon desktop sur Windows 10. Voilà, pour le faire, c'est très simple. Vous venez toujours vous cliquer là au niveau du réseau.
Vous voyez, là, plus que j'ai réseau Ethernet, je clique juste dessus. Ou bien vous allez voir là en bas, paramètres du réseau Ethernet, vous cliquez. Comme ça, vous arrivez directement sur cette interface-ci. Ok. Une fois que vous êtes interface, vous allez cliquer sur Ethernet. Voilà. Pour ceux qui sont connectés par Wi-Fi, vous allez voir Wi-Fi quelque part, vous cliquez sur Wi-Fi. Moi, j'ai Ethernet, je clique sur Ethernet. Voilà. À ce niveau, vous allez cliquer sur Modifier les options d'adaptateur. Vous cliquez dessus. Vous allez tomber sur cette interface. Voilà. Et puisque moi, mon PC a uniquement une carte réseau Ethernet et non une carte réseau sans fil. Voilà pourquoi vous voyez uniquement ceci en fait. Vous voyez quoi? Voilà. Maintenant, chez vous, forcément, vous allez voir Ethernet et vous allez voir un truc Wi-Fi là. Et si vous n'êtes pas connecté sur le Wi-Fi, vous allez voir une croix rouge, tout simplement. Voilà, pour dire que vous n'êtes pas connecté dessus. Ok. Maintenant, là, au niveau d'Ethernet, vous allez tout simplement faire un clic droit, comme ceci. Vous allez cliquer sur Propriété. Voilà. Et je rappelle encore à ce niveau, si je débranche par exemple le câble Ethernet, vous allez voir une croix rouge là. Tout simplement pour dire que généralement, lorsque vous vous connectez par câble, voilà, vous pouvez directement arriver sur cette interface pour vous rassurer que cela s'affiche comme ceci. Pas de croix rouge pour dire que vous êtes connecté. Lorsqu'il n'y a pas de croix rouge, cela signifie tout simplement que les LED en fait au niveau des ports Ethernet là clignotent quoi. C'est-à-dire qu'ils sont allumés quoi. Et ainsi de suite. Ok, maintenant je viens là. Maintenant à ce niveau, lorsque je fais un clic droit, vous voyez il y a l'option désactiver. Voilà. Vous comprenez que si je clique sur désactiver, ça dit que je suis en train de désactiver ma carte réseau. Et effectivement, quelqu'un peut vous piéger. Il prend votre PC, il peut y désactiver votre carte réseau. Ça peut être votre carte réseau Ethernet ou bien votre carte réseau Wi-Fi. Dans ce cas, vous n'allez jamais vous connecter à Internet. Vous allez penser que votre carte réseau est gâtée, est défaillante, quoi. Ne fonctionne plus. Vous allez aller voir un technicien et on va vous dire que c'est la carte mère qui dérange. Alors qu'il faut juste activer votre carte réseau. En bref, là, c'est une petite compétence que je viens de vous transmettre. Avec que c'est votre carte réseau. Si vous n'arrivez pas à vous connecter à Internet, vous pouvez venir vérifier si la carte réseau n'est pas désactivée. Bon, je ne vais pas cliquer sur désactiver, je clique sur propriété. Ok. Lorsque vous cliquez sur propriété, vous allez cliquer sur protocole Internet version 4. Je pense qu'à ce niveau, vous comprenez déjà quoi. IPv4, c'est ça qu'on veut configurer. IPv6, il y a toujours l'option quelque part là en bas. Ok. Voilà. Maintenant, par défaut, comme je dis, c'est automatique. Vous voyez un peu que l'interface sur Windows 10, c'est différent encore sur Windows 11, mais c'est pas grave. On va cliquer. Là, le DHCP serveur, le client DHCP est activé par défaut. C'est-à-dire que lui veut recevoir l'adresse IP du serveur DHCP. Voilà pourquoi vous voyez là, en fait, on ne peut rien modifier, quoi. Parce qu'on obtient tout ceci de façon automatique, comme j'ai expliqué dans le cours. Je vais cliquer sur utiliser l'adresse IP suivante, c'est-à-dire que moi je vais configurer le mien. Rappelez-vous que lorsque vous voulez configurer, vous mettez d'abord l'adresse réseau de votre box. .1. Voilà. Maintenant, là, je suis obligé de mettre cette adresse réseau parce que je passe à travers une box qui a déjà une adresse IP, c'est-à-dire que je vais être dans son réseau. Mais pour ceux qui travaillent avec le routeur ou bien ceux qui ont connecté pour ceux qui travaillent avec le switch, désolé, ou bien ceux qui ont connecté le câble directement, à ce niveau, choisissez n'importe quelle adresse IP. Il suffit que vous choisissez une adresse IP privée, quoi. C'est-à-dire que vous pouvez mettre .2 ici si vous voulez. Définissez votre réseau vous-même. Mais dans le réseau, avec les adresses IP privées, n'oubliez pas. Voilà. Moi, je suis obligé de respecter ceci, en fait, parce que j'utilise une box. Voilà. Et pour tous ceux qui vont utiliser le point d'accès du téléphone aussi, tâchez de vérifier l'adresse réseau que le serveur DHCP qui se trouve au niveau de votre téléphone utilise, quoi. Voilà, comme ça, de là, vous allez connaître l'adresse réseau. Comme ça, si vous voulez configurer aussi de façon statique comme moi, vous faites pareil. Mais comme je dis, ce n'est pas nécessaire. Je fais uniquement pour montrer aux autres comment configurer les adresses IP statiques. Mais ce n'est pas nécessaire. Là, je vais cliquer. Je prends peut-être... moi, j'ai donné .2 de l'autre côté. Ici, je vais donner .3. Le masque, lorsqu'on clique, généralement, il apparaît seul. Vous cliquez valider première fois. Et vous cliquez encore sur OK pour la deuxième fois. Voilà, là, normalement, il y a une fenêtre qui doit apparaître exactement. Là, il est au processus, en fait, du changement d'adresse IP. Voilà, si vous ne voyez pas, c'est que vous n'avez pas lancé le processus. OK. Très important. Bon, là, on va attendre rapidement. Super. Bon, là, on va vous dire... mettez automatiquement à jour les paramètres. Bref, ignorez tout ceci. Ok, vous ignorez tout simplement. Voilà, là on va venir vérifier. Je vais taper la commande ipconfig. Bref, généralement, lorsque vous avez à taper une commande, vous n'êtes plus obligé de retaper. Utilisez tout simplement les flèches au niveau de votre clavier pour naviguer sur les anciennes commandes.
Oui, là j'ai tapé. Et lorsque j'observe, là je vois 182.168.3. Super, cela fonctionne parfaitement. Ok. Bon, j'ai voulu changer avant qu'on teste maintenant la communication. C'est-à-dire que l'étape qui va suivre, je reviens sur mon PC. Je reviens sur mon PC Windows 11. Voilà, je reviens au niveau de la présentation. Super. Voilà. Maintenant, là, pour tester, on va utiliser la commande ping. La commande ping est tout simplement utilisée pour tester la communication entre deux PC dans un réseau. Vous voyez? C'est-à-dire que, par exemple, si nous sommes 5 dans un réseau et je veux vérifier si moi, qui est le PC A, je peux communiquer avec le PC, c'est pas trop C. Je vais tout simplement utiliser la commande ping. Ou comment est-ce que le ping fonctionne? Vous écrivez tout simplement ping et vous donnez l'adresse IP de la personne. Voilà. Maintenant, il va vous expliquer ce qui se passe derrière en réalité. Mais déjà, c'était très important que vous compreniez le rôle du ping, juste pour tester la communication. Voilà. Et c'est important de tester la communication avant de commencer le partage des fichiers et autres. Mais si la communication ne passe pas déjà, on ne peut pas. Et pourquoi tester la communication? C'est très simple. Tout simplement parce que la plupart, surtout les PC récents, ou bien surtout les nouveaux systèmes, les nouvelles versions des systèmes d'exploitation, ils ont ce qu'on appelle des pare-feux intégrés. C'est-à-dire que même les anciennes versions ont des pare-feux intégrés. Lorsqu'on parle du pare-feu, en fait, lui, il est là pour gérer la sécurité du réseau. C'est-à-dire qu'il y a certains types de paquets qui va bloquer en fait d'entrer dans notre réseau. Vous voyez, il y a certaines communications qui ne passent pas tout simplement parce que le pare-feu bloque cela. Voilà. Ou bien ceux qui ont installé des antivirus, il y a d'autres qui installent des antivirus qui prennent le contrôle total de leur PC quoi. Et ces antivirus là bloquent parfois certaines communications. Voilà. Bon, je vais vous expliquer en fait comment cela fonctionne. Bon, je viens à ce niveau. Bon, là, je vous ai fait comprendre que voici un peu comment le ping fonctionne. Vous faites ping, vous mettez tout simplement l'adresse IP destination, c'est-à-dire que l'adresse IP du PC auquel vous voulez tester la communication. Voilà. Maintenant, en réalité, lorsqu'on fait un ping, votre PC va envoyer ce qu'on appelle une requête ICMP. ICMP, là, c'est pour Internet Control Message Protocol. Allez faire la recherche. J'ai fait un cours détaillé où j'explique ICMP. Lorsque vous êtes sur ma chaîne, vous allez voir au niveau des playlists, au niveau de la playlist, vous allez voir formation Huawei Datacom. À l'intérieur, en fait, il y a tout. Voilà. C'est-à-dire que si vous ne vous retrouvez pas, vous m'écrivez tout simplement et je vais vous indiquer comment accéder à cela. Voilà. Maintenant, en réalité, il envoie ce qu'on appelle une requête ICMP. Et le PC, maintenant, lui, doit tout simplement répondre. C'est-à-dire que vous allez voir un message comme réponse 2. C'est-à-dire que le PC en question, il va répondre tout simplement à la requête ICMP. Si l'autre PC ne répond pas ou est bloqué, tu verras sûrement, voici les différents types de messages que tu vas voir. Délai d'attente dépassé, impossible de joindre l'autre. Bon, je vais commencer avec délai d'attente dépassé. Délai d'attente dépassé signifie tout simplement parce que lorsqu'il envoie une requête ICMP, il y a un temps en fait de réponse. C'est-à-dire que s'il envoie, il attend peut-être une réponse en 2 secondes. Si durant ces 2 secondes, le PC ne répond pas, il va afficher ce message délai d'attente dépassé. Et par défaut, en fait, ICMP envoie 5 requêtes. C'est-à-dire qu'il va envoyer 5 requêtes, il attend 5 réponses. Voilà pourquoi généralement vous allez voir délai d'attente dépassé 5 fois. Vous voyez, pour dire qu'il a envoyé 5 fois et le temps est passé, l'autre PC n'a pas répondu. Voilà. Maintenant, dans ce cas, ce qui se passe généralement, c'est que les pare-feux configurés sur Windows bloquent les requêtes ICMP. Et maintenant, puisque ping utilise la requête ICMP, voilà pourquoi en fait l'autre PC ne répond pas. Mais ce qui est bien, c'est que lorsque vous voyez le délai d'attente dépassé, cela veut dire en fait qu'on a pu atteindre quand même l'autre PC, juste que le pare-feu de ce PC là refuse en fait la communication. Vous voyez, voilà. Maintenant, il y a aussi ce message impossible de joindre l'autre. Lorsqu'on dit déjà impossible de joindre l'autre, ça veut dire que vous n'avez même pas pu atteindre l'autre en question. Et généralement, dans ce cas, peut-être vous n'êtes pas dans le même réseau, ou bien peut-être que vous avez mal configuré les adresses IP, peut-être, bon, voici un peu les différents types de raisons, quoi. Voilà. Bon, ce qu'on va faire, c'est, et maintenant, comme je disais tantôt, il y a maintenant d'autres PC, voilà, qui ont des systèmes d'exploitation où l'ICMP n'est pas bloqué. Dans ce cas, lorsque vous allez configurer l'adresse IP, lorsque vous allez faire le ping, directement, vous avez une réponse, quoi. Voilà. Et maintenant, lorsque je parle de pare-feu, là, c'est en fonction des PC. C'est pour dire que ce PC A a un pare-feu qui bloque un type de message spécifique et PC B n'a pas de pare-feu, ce qui fera en sorte que lorsque PC A va tester la communication avec PC B, tout fonctionne normalement parce que lui peut accéder à PC B. Bon, PC B, lui, va répondre parce qu'il ne bloque pas les messages ICMP. Voilà, mais par contre, lorsque PCB, lui, va faire un ping vers PCA, si PCA, lui, a son pare-feu activé, dans ce cas,
il va pas recevoir, B ne va pas recevoir de réponse, quoi. Voilà, parce que PCA ne pourra pas lui répondre. Ok. Bon, là, on va essayer de faire le ping. On va essayer de faire le ping. Bon, là, ce que je vais faire, c'est, je viens là. Je vais cliquer, justement, ouvrir une nouvelle fenêtre. Ok. Donc là, je vais faire ping. L'adresse était à 192.168.1. Je crois que pour mon desktop, c'est .3. Cool. Là, j'ai fait un ping. Et nous avons request timeout. Request timeout. Voilà. Lorsque vous voyez request timeout, cela signifie tout simplement délai d'attente dépassé. Voilà. Ça veut tout simplement dire qu'on a pu atteindre l'autre PC, mais il y a le pare-feu qui bloque. Voilà. Et j'ai fait cela exprès parce que je vais vous montrer en fait comment gérer ce problème. Venons d'abord sur le desktop. Voilà. Ici sur le desktop, je vais faire pareil. Je vais essayer de ping. Ping. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Pion. Ping. 192.168.1. Le laptop c'était .2. Ok. Là on vérifie. Vous voyez la réponse 2. Vous voyez que là mon laptop répond. J'ai fait cela exprès. Voilà. Pour dire en fait que sur mon laptop j'ai désactivé le pare-feu qui devait bloquer en fait les messages ICMP. Voilà pourquoi lui il peut me répondre. C'est-à-dire que lui il peut très bien recevoir en fait mes requêtes ICMP et il peut répondre tranquillement parce que le pare-feu ne bloque pas cela. Voilà. Maintenant comment gérer le problème de pare-feu? Il y a deux méthodes. Soit vous désactivez complètement le pare-feu de votre PC, soit vous partez au niveau du pare-feu et vous activez uniquement les requêtes ICMP. C'est-à-dire que vous activez, en fait, que vous acceptez les requêtes ICMP. Parce que le pare-feu, il n'y a pas que les requêtes ICMP qui est bloqué. Il y a tellement de services, en fait, qui peut bloquer, quoi. C'est-à-dire qui gère la sécurité de votre réseau. Ok. Sur Windows 10, c'est très simple. Vous allez venir là. En fait, sur Windows 10, Windows 11, pour faire cela, la procédure, c'est la même chose. Vous allez venir là. Bon, avant cela, je pars au niveau du PowerPoint pour que vous puissiez voir les différentes étapes. Voilà, sur le PowerPoint, voilà les différentes étapes, vous voyez, voilà, que vous êtes sur Windows 11 ou bien Windows 10, la même procédure, panneau de configuration, système de sécurité, bref, je vais pratiquer directement. Là, je commence avec Windows 10. Ok, je vais écrire là, panneau de configuration, je clique. Lorsque vous cliquez, vous allez voir système et sécurité, vous cliquez. Voilà, vous allez voir, après système et sécurité, vous allez voir là, pare-feu Windows Defender. Voilà. Vous cliquez sur le pare-feu. À ce niveau, vous allez voir paramètres avancés. Vous cliquez paramètres avancés. Ok. Vous allez arriver là. Maintenant, à ce niveau, vous allez voir règles de trafic entrant, règles de trafic sortant. Par défaut, les règles de trafic sortant, ils n'ont pas de problème, quoi. Vous voyez, parce que votre PC, il peut envoyer des messages à d'autres personnes, quoi. C'est-à-dire que c'est clair que le message doit pouvoir sortir de votre PC. Mais règles de trafic entrant, généralement, c'est ici qu'on configure, voilà, pour dire en fait quel est le trafic qui peut entrer dans mon réseau. Parce que moi, je me méfie en fait du réseau externe, quoi. Voilà pourquoi je dois filtrer en fait le trafic qui peut entrer chez moi. Ok. Voilà, je vais agrandir à ce niveau pour pouvoir lire. Voilà, vous allez venir à ce niveau, vous allez chercher partage de fichiers et imprimante. Vous venez là à P, partage de fichiers et imprimante. Vous allez voir partage de fichiers et imprimante, trafic entrant ICMP version 4. Est-ce que vous voyez cela? Voilà, trafic entrant ICMP version 4. C'est un peu ça. Vous voyez que là, il y a d'autres services et autres, mais bref, là, nous sommes au niveau de ICMP. Vous voyez pourquoi c'est important de connaître certains trucs en détail, quoi. Voilà. Maintenant, je vous ai parlé en fait que le ping envoie des requêtes ICMP. Voilà. Lorsqu'il envoie en réalité, il y a ce qu'on appelle echo ICMP. Oui, echo pour dire je demande en fait, je demande à tester la communication. Et l'autre va répondre avec ce qu'on appelle un ICMP reply. Il va dire ok, je te réponds. Ok. Bon, vous allez arriver à ce niveau. Vous voyez. Là, au niveau de remplacer, vous allez voir là, c'est non. Vous cliquez tout simplement, vous cliquez sur activer la règle. Voilà. Vous allez faire pareil avec le deuxième. Voilà. Vous venez en deuxième position. Ok. Alors, bon, je voulais dire là, au niveau de activer, pas remplacer, désolé. Voilà. Au niveau de activer, bon, je viens là sur le deuxième. Voilà, je right-clique. Je fais activer la règle. Voilà. La différence entre le premier et le deuxième, vous allez voir là, privé, public, vous allez voir là, domaine. Voilà. Tout simplement parce que puisque nos PC peuvent se connecter à un réseau, forcément, il y a ce qu'on appelle le statut du PC. Voilà. Lorsque le statut de votre PC est privé,
ça veut tout simplement dire que lorsque vous vous connectez dans un réseau, votre PC est considéré comme dans un réseau privé. Voilà. Et dans un réseau privé, on sait déjà que forcément c'est sécurisé, quoi. Bon, là, il y a moins de règles qui est désactivées et autres. Maintenant, lorsque vous êtes dans un réseau public, ça veut dire que si votre statut c'est public tout simplement, parce que vous allez remarquer cela, privé, public et autres. Voilà. Lorsque vous êtes maintenant dans un réseau, lorsque le statut de votre PC est public, ça veut dire que lorsque vous vous connectez à un réseau, votre PC considère que vous êtes dans un réseau, on peut dire Internet, quoi. Ça veut dire qu'il y a un réseau public. Là, maintenant, il se dit que c'est plus dangereux, quoi, parce qu'il y a plusieurs personnes qui passent sur Internet et autres. Bon, là, pour renforcer la sécurité, il va bloquer plusieurs services, quoi. Maintenant, sûrement, si vous avez besoin de connaître comment est-ce qu'on vérifie le statut du réseau, est-ce que c'est privé ou public, vous pouvez m'écrire, je vais vous montrer cela. Bon, n'oubliez pas, vous activez les deux ici, en fait, voilà. Ici, là, c'est domaine, voilà. Domaine, en fait, c'est tout simplement pour dire que privé et public, en fait, presque tout cela. Bon, vous activez les deux. Chez vous, vous pouvez peut-être voir la privé et en haut, vous allez voir public, un truc déjà, quoi. Voilà. Et lorsque vous voyez tout, il y a aussi tout. L'option tout veut dire tout simplement que bon, c'est privé, public, domaine, tout cela. Ok. Bon, là, c'est bon, j'ai activé. Maintenant, je reviens sur mon laptop, j'essaye la communication. J'essaye la communication. Je navigue tout simplement, je fais le ping. Super, vous voyez que tout passe tranquillement. Voilà, il pense que là, c'est compris, quoi. On a réglé ce problème. Maintenant, comme je dis, une autre façon de régler, c'est de désactiver complètement le pare-feu. Mais si vous désactivez complètement le pare-feu, là, vous voyez un peu, quoi. C'est-à-dire que même les d'autres règles pour d'autres services, vous bloquez, vous désactivez tout cela. Et c'est pas vraiment bon. C'est pas vraiment bon. Parce que là, c'est juste un TP. Et demain, vous allez vous retrouver dans un vrai réseau. Vous pouvez peut-être aller dans un cyber, vous connecter au réseau et vous ne connaissez pas qui est au cyber, quoi. On peut accéder à votre PC, vous envoyer les virus et tout cela. Ok. Maintenant, bon, on va essayer de voir comment désactiver aussi les règles du pare-feu pour ICMP sur Windows 11. Donc, vous tapez la panneau de configuration. Bon, mon PC en anglais, contrôle panel. Ce contrôle panel, pareil, système de sécurité, pareil, Windows Defender. À ce niveau, l'interface ne change vraiment pas. Comme je disais, Advanced Setting. Vous voyez, paramètres avancés, vous cliquez. Voilà, là c'est pareil. Inbound rule. Comme je dis, on gère les règles entrant. Voilà. Et à ce niveau, puisque c'est en anglais, vous allez plutôt chercher file. File and printer. Voilà. Vous voyez là, j'avais déjà activé. Voilà, file and printer, ICMP in. Oui. Et le deuxième file and printer, ICMP in. Voilà. Là, c'est pour le profil. Voilà. Private, public et domaine. Vous voyez, vous activez tout simplement. C'est-à-dire que vous venez au niveau de enable. Vous voyez, vous faites un clic droit et vous cliquez sur activer. Bon, c'est déjà activé. Bon, il va désactiver. Je vais faire disable. Vous voyez là, ça passe à nous. Je reviens, je fais enable. Bref, vous allez faire cela pour ces deux ici là, quoi. Domaine, private et public. Ok. Super. Bon, je pense que là, on a géré cela et c'est bon. C'est bon. La communication passe nickel. Ok, maintenant, en ce qui concerne l'étape suivante, je reviens là. Je pense que là, c'est propre pour tout le monde. Ok, l'étape qui va suivre maintenant, on passe au partage de fichiers entre deux PC. Voilà. Bon, là, j'ai prévu faire ceci vraiment dans une autre vidéo pour montrer comment le partage se passe, quoi. Voilà. Ça veut dire que n'oubliez pas de liker la vidéo. Voilà, si vous avez aimé, laissez un commentaire. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire. Et on se voit dans la prochaine vidéo pour vous montrer comment le partage des fichiers se passe en réseau. Et dans cette deuxième vidéo, comme je dis, je vais vous donner un bonus pour vous présenter une application que vous pouvez utiliser tout simplement pour pouvoir faire les appels vidéo et tout, les appels audio. Voilà. Et aussi, voilà. Pas que les appels vidéo, appels audio. Cette application va aussi vous permettre de manipuler un autre PC. Voilà, ça veut dire que vous utilisez votre PC, mais vous accédez complètement à un autre PC et vous manipulez. C'est très intéressant. Voilà, bon, je vais vous présenter cette application à la partie 2 de cette vidéo. Ok, bon, on se dit à très bientôt. Ciao.